bienvenue dans cet entretien. Intérêt stratégique sino-américain en Afrique, contribution pour une politique étrangère pragmatique en République démocratique du Congo. Ce sujet, l'objet d'une thèse de doctorat par Georges Lohalo, doctorant en relations internationales à l'Université normale du centre de la Chine. Lui-même, sur ce plateau avec Freddy Mulumba, politologue et directeur général adjoint de la RTNC. Détenteur d'un certificat en politique étrangère américaine délivré par le département d'État américain, détenteur aussi d'un certificat en politique étrangère chinoise délivré par l'Institut de diplomatie attaché au ministère des Affaires étrangères. Vous avez la parole. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Le monde est en pleine mutation. Tous les peuples du monde s'organisent pour s'adapter à ces mutations. Ces mutations géopolitiques sans précédent dans l'histoire mondiale sont provoquées par la révolution du numérique couplée de la transition énergétique. Et cela nous impose une nouvelle lecture de la situation. Je voudrais dire une nouvelle grille de lecture de la situation internationale. Et pour ce faire, nous allons discuter avec un doctorant qui vient de présenter sa thèse en Chine. Lui-même va se présenter. Son titre, c'est « Intérêt stratégique sino-américain en Afrique. Contribution pour une politique étrangère pragmatique en RDC ». Donc, c'est un sujet d'actualité parce qu'actuellement, dans notre pays, nous avons des puissances émergentes, des puissances qui s'affrontent. Mais avant d'entrer en profondeur de ce sujet, je voudrais donner quelques clés de lecture pour permettre à notre peuple de comprendre le contenu de la thèse de notre frère et ami Georges. Première clé, l'ordre mondial libéral est en crise. Deuxième clé, nous sommes en train d'assister à la fin de l'hégémonie américaine, pour ne pas dire occidentale. Conséquence, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, n'auront plus l'argent pour entretenir toutes les bases militaires à travers le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se retirer petit à petit et laisser des vides. Et les vides laissés seront occupés par des puissances émergentes, par des acteurs non étatiques, en particulier Al-Qaïda ou bien les islamistes, mais aussi des globalistes, ce qu'on appelle des acteurs non étatiques, globalistes et mondialistes. Donc nous sommes en train de vivre la naissance des mondes multipolaires. Ça, c'est la troisième clé. Quatrième clé de lecture, le centre du monde se déplace de l'Occident vers ce qu'on appelle Eurasie. Eurasie, c'est un continent qui commence de l'Europe jusqu'en Asie. Et c'est là où on trouve 75% de la population mondiale. C'est là où on trouve les 2 tiers de la production manufacturière et industrielle mondiale. C'est là où on trouve la concentration de la grande partie des matières premières. Donc, celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Cinquième clé de lecture. Nous assistons à une révolution numérique couplée à la transition énergétique. Et vous savez très bien, il y a un combat entre l'Occident, l'Amérique, et la Chine, l'Orient, sur les nouvelles technologies. La Chine est déjà mise en place, les 5G. L'Amérique est en retard. Et ce qui complique la donne, la Chine contrôle
plus de 90% de terres rares qui seront à la base du succès de la transition énergétique et de la révolution numérique. Et de là découle ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 2 États puissants, 2 puissances qui maîtrisent cette intelligence artificielle, qui sont en compétition. Vous avez l'Amérique, des USA, mais aussi la Chine. Ces 2 États sont en compétition. Donc l'avenir du monde demain sera décidé par ces 2 États, l'Amérique et la Chine. S'ils coopèrent bien, nous vivrons un monde un peu paisible, mais s'ils entrent en compétition ou en guerre, nous risquons de passer des moments difficiles où le monde peut vivre en 2 camps, au lieu de monde multipolaire. Mais l'histoire doit nous aider, donc 6e clé de lecture, l'histoire doit nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En commençant par la Grande-Bretagne, qui était une puissance industrielle, une grande puissance mondiale qui a dominé le monde, c'est parce que la Grande-Bretagne avait le contrôle de l'énergie. Et deuxièmement, la Grande-Bretagne avait ce qu'on peut appeler les transports ou bien la communication, maîtrise de la communication. Il y avait l'énergie, c'était le charbon. Et les transports, vous savez très bien, il y avait la machine à vapeur et l'administration qui a commencé par la Grande-Bretagne. Deuxième cas de figure, c'est l'Amérique. L'Amérique est devenue une puissance, elle a dominé le monde, parce que l'Amérique avait la maîtrise d'abord du pétrole, elle a contrôlé le pétrole, donc l'énergie, le pétrole, et avec l'Arabie Saoudite. Et vous savez très bien, sur le plan communication et transport, l'Amérique avait le contrôle de l'électricité, mais aussi le téléphone. Il y a une 3e, donc 5e, 6e, 7e clé de lecture par rapport à l'histoire. La Chine, actuellement, contrôle 90%, 90% des terres rares. La Chine est en avance sur le plan technologique, elle maîtrise la technologie de 5G. Donc elle maîtrise l'énergie, donc des terres rares, c'est des carburants de demain. Elle maîtrise la communication, ce sont des télécommunications de 5e génération. Voilà une manière générale brosser la situation du monde. Mais où se trouve l'Afrique? Ce qui est dramatique, quand nous suivons les télévisions africaines, on a l'impression que les Africains sont ailleurs, alors que le monde bascule. L'Afrique apparaît comme un continent, pour ne pas dire les banlieues de puissance, où vous avez 2 puissances qui émergent, et les puissances, certaines puissances qui s'affrontent, où vous avez les acteurs non étatiques. À titre d'exemple, les globalistes et mondialistes qui s'affrontent, mais aussi les islamistes. Donc le monde est en plein bouleversement. Que faire? Voilà pourquoi notre compatriote, Georges, il vient de présenter sa thèse de doctorat en Chine. Je préfère qu'il parle de lui-même et notre discussion tournera sur ça. Georges, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Fredil, pour la parole accordée. Comme toujours, c'est avec beaucoup de gaieté que je passe dans les antennes de la RTNC pour en parler. Parce que comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est une question vraiment d'actualité qui ne sera pas seulement pour 2021 et je l'espère bien, ce sera pour tout le siècle.
tout le XXe siècle. Parce que, comme vous l'avez d'ailleurs très bien brossé, le système international est en pleine mutation. Alors là, il y a besoin de différencier dans les langages médiatiques et même quinois ici. On parle de la communauté internationale, on parle de la société internationale, mais là, pour besoin de la théorie, nous parlons du système international qui est un système lequel les acteurs étatiques, les entités politiques interagissent, et ça peut aller comme dans les temps anciens entre cités, États, ça peut partir même par rapport aux empires, mais aujourd'hui, avec la configuration de Westphalie, comme nous le connaissons aujourd'hui, nous parlons des États-nations ou carrément des États. Donc le système tel qu'il a fonctionné depuis 1945, il y a eu un grand changement, un grand bouleversement en 1990, et nous avons parlé en ce moment-là, il y a eu plusieurs thèses, bien entendu, on a eu l'occasion de les présenter. Nous avons parlé de l'hégémonie américaine, unifiée dans ce qu'ils ont appelé les systèmes unipolaires, donc en termes de disposition, de capacité, en termes de puissance dans les relations internationales, dans les systèmes internationaux, on n'a pas d'un système unipolaire pour montrer tout simplement la puissance élargie, l'hégémonie stabilisée, pour reprendre l'expression de celui qui nous a quittés, l'un des grands penseurs américains qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, pour démontrer que l'Amérique, c'est ces gendarmes-là, c'est ce pays qui va contrôler tous les océans, mettre de l'ordre un peu partout dans le monde. Eh bien, mesdames et messieurs, ce moment-là est terminé pour plusieurs raisons, mais ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu ce genre de changement. Donc, la raison principale tient à l'imperméabilité de l'hégémonie. Donc, l'hégémonie au niveau international est toujours instable. C'est d'ailleurs Christopher Line qui le dit en 1993, contredisant le livre de Francis Fukuyama qui proclamait la fin de l'histoire. Lui disait que c'était une grande illusion parce qu'il donnait des raisons pour dire que l'imperméabilité, c'est un système, c'est une fonction autant physique que sociale, et donc tout ce qui monte doit descendre, c'est automatique. Et vous le voyez bien aujourd'hui, depuis 2014, je crois, même un peu bien avant, la Chine s'est beaucoup affirmée. Et la Chine est passée en 2014 en termes de pouvoir de parité, et nous l'avions d'ailleurs dit dans ces antennes, première puissance économique mondiale en termes de pouvoir de parité. Donc c'est l'indice que le Fonds monétaire international utilise pour calculer les capacités des États. Donc le monde a beaucoup changé, et ce changement est beaucoup plus profond, parce qu'il y a même dans ce sens-là, il faut distinguer des changements. Le premier changement pourrait être un changement au sein du système lui-même. Par exemple, en 1966, la France a voulu changer dans les camps occidentaux, a amené un nouveau vent qu'on avait appelé l'autonomie stratégique. Vous vous rappelez, en 1996, la France de Charles de Gaulle était partie rencontrer les dirigeants du Kremlin, et il y a eu même des oppositions entre la Chine et l'URSS. Ce sont des changements, des petits changements, on peut les dire, au sein des systèmes, des petites frictions et tout ça. Mais ce qui change, par exemple, en 1885, quand vous aviez auparavant la France, la Grande-Bretagne comme puissance mondiale de l'époque, au sein de l'Europe, et subitement vous avez l'Amérique et l'Allemagne qui s'implantent, parce qu'il faut le rappeler, depuis 1885, l'Amérique avait déjà dépassé économiquement la Grande-Bretagne, ce qui explique pourquoi après la Première Guerre mondiale, l'Amérique va petit à petit prendre le dessus sur la Grande-Bretagne, et ça se confirme en 1945, c'est parce que le pouvoir économique est un levier très important qui détermine la capacité que va avoir un acteur au niveau international. Donc, bien entendu, je confirme les clés de lecture que vous avez. Ok, ça c'est théoriquement ce que tu viens de parler, mais on peut comprendre comment les intérêts stratégiques sino-américains pourront évoluer en Afrique. Ça va se passer comment? Exactement, c'est ce que je venais. Donc, le système international du XXe siècle va davantage s'enraciner autour des États-Unis et de la Chine. Ouais. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent même de la Deuxième Guerre froide, beaucoup de gens en parlent. Ils disent même qu'ils sont déjà en compétition, parce que vous savez, depuis l'administration Obama,
l'Amérique avait déjà lancé ce qu'ils ont appelé pivot stratégique asiatique, et donc quitter l'Europe et le Moyen-Orient vers l'Asie, du Sud-Est pour essayer de contenir la Chine. Et avec les guerres économiques et technologiques que Donald Trump a lancées contre la Chine, ça montre bien sûr que l'opposition et la compétition a déjà commencé. Mais maintenant, ici en Afrique, donc un peu partout dans tous les continents, donc ces dynamiques-là sont en train de se sentir. Ici en Afrique, bien entendu, nous le savons, l'Afrique c'est un continent auquel il y a concentration des matières premières, il y a concentration d'entités politiques. Donc vous savez, les grandes puissances ont besoin des ressources naturelles, ont besoin du pétrole, ont besoin du soutien ou des soutiens diplomatiques. Les grandes puissances ont besoin de marchés. Toutes les deux puissances de l'Amérique comme la Chine, ce sont des puissances commerciales qui produisent beaucoup, qui n'en veulent dans les territoires. Donc ils ont besoin de débouchés pour aller vendre. Donc l'Afrique, qui aujourd'hui peut-être autour de 2 milliards d'habitants, d'ici 2100, ça sera un peu plus de 4 milliards. Donc ça sera un grand marché pour le peuple américain comme le peuple chinois. Donc autant les deux ont besoin de l'Afrique, et spécialement des États comme le Congo, parce que le Congo, d'ici 2050, on aura un peu plus de 250 millions d'habitants. Donc ces deux grandes puissances vont s'affronter ici. Elles seront en compétition. Ils sont en compétition, et là, il faut suivre. Nous suivons, bien entendu. Ils vont me présenter comme quelqu'un qui présente la thèse et là-dessus. Oui, je travaille sur ça. Les deux puissances ont tellement besoin de l'Afrique et, pire encore, besoin du Congo. Et vous l'avez vu d'ailleurs, quand on a signé un certain nombre de contrats avec le Chinois ici, à partir de 2007, si ça n'a pas marché, la raison principale, c'est parce que les puissances occidentales n'ont pas voulu que la Chine mette la main dans les ressources. Vous avez parlé de métaux rares, minerais stratégiques et beaucoup de documentation. D'ailleurs, nous allons le présenter. On parle. C'est ça qui justifie l'échec de ces contrats ici dans notre pays. Ok. Avant d'entrer dans les vifs en ce qui concerne l'Afrique, je préfère présenter quelques ouvrages écrits par des Chinois, des Européens, mais c'est d'autres ouvrages sur le Congo, parce qu'il faut que les Congolais comprennent les véritables enjeux. Donc, je commence avec les Chinois. Il y a le premier livre, l'initiative Une ceinture et une route, ce que l'ascension chinoise apportera au monde. Deuxième ouvrage, qu'est-ce que la voie chinoise peut contribuer au monde. Troisième, c'est intelligence artificielle, la plus grande imitation de l'histoire. Ça, c'est écrit par les Chinois. Quatrième, c'est en anglais. Chinese Indom. Wisdom, exact. Et vous avez un autre écrit, ça c'est en français. Tianxia, tout sous un même ciel. J'ai bien prononcé Tianxia. Oui, Tianxia, c'est le système chinois dans l'espace confucien. Exact. Maintenant, ce que les Européens ont écrit, d'abord je commence par les Américains. Vous avez des grands penseurs américains, géopolitologues. Il y a Graham Allison, l'Amérique et la Chine dans les pièges de Thucydide. Oui, vers la guerre. Deuxième ouvrage, ça c'est américain, In the Shadows of the American Century, The Rise and Decline of the US Global Power. Maintenant, les Européens, qui ont écrit sur la Chine et l'Amérique. Vous avez l'hypercapitalisme mondial. Deuxième ouvrage, l'Occident face à la naissance de la Chine. Quatrième, les temps des prédateurs, la Chine et les États-Unis d'Amérique et la Russie. Et nous, on parle de l'Europe. L'autre ouvrage, c'est la Chine et le monde. Et c'est sur la sino-mondialisation. Il y a d'autres Européens qui ne sont pas, je pense, qui sont de gauche en quelque sorte. Celui-ci a écrit les grands jeux.
une lecture éclairée de la géopolitique. L'autre ouvrage, c'est La nouvelle guerre des mondes. En dehors de cela, il y a 2 ouvrages écrits sur les métaux rares, ou bien les minéraux stratégiques. Le premier, c'est écrit sur l'Afrique d'ailleurs, minéraux stratégiques, enjeux africains. Le deuxième, la guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Mais pour que les Congolais comprennent ce qui se passe réellement, j'en ai amené 3. C'est écrit par des professeurs américains. Et on connaît un, Thomas Twiner, qui a donné cours à Lubumbashi. Le livre est intitulé Congo Wars, Conflit, Myth and Reality. Le deuxième, ça c'est Gérard Prigné, African Horde War, Congo, Rwanda, Genocide and the Making of Continental Catastrophe. Et le dernier, c'est The Dynamic of Violence of Central, in Central Africa, René Desmarchand. Si on donne ces ouvrages, c'est pour qu'on comprenne l'Afrique, les continents africains, tout comme la RDC, leur destin est lié au monde. Donc nous devons être très attentifs de comprendre ce qui se passe dans le monde. Mais Georges, vous savez, actuellement, vous avez sur le continent africain des puissances ou bien des bases militaires de puissances étrangères. Vous avez dans les Sahel, vous avez l'Allemagne, une base américaine allemande, la base allemande, la base militaire française, une base militaire américaine. Vous avez dans la Corne d'Afrique, donc vers Djibouti, c'est là où vous avez toutes les puissances anciennes et émergentes qui ont leur base. Est-ce que les Africains, dans ta thèse que tu as présentée, est-ce que les Africains comprennent pourquoi ces bases étrangères et sur leur continent? Et quelles sont les conséquences? Merci beaucoup. Je crois que d'abord, tous les livres que vous avez présentés, notamment ceux qui sont, quand vous prenez Thomas Turner et les autres, présentent le caractère conflictuel de la compétition sino-américaine dans notre continent. Et pour venir à votre questionnement, je crois que c'est la question du XXe siècle. Tout le monde doit s'intéresser chacun dans son domaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bases militaires étrangères. D'abord, ils donnent des raisons officielles, lutte contre le terrorisme, mais on le sait, chacun protège ses intérêts. Il y a, par exemple, dans le cadre de la Chine, qui venait récemment d'installer sa base à Djibouti, il y a beaucoup d'intérêts chinois ici en Afrique. Donc, c'est tout aussi normal que la Chine ait aussi une base militaire à côté des Américains. Vous savez ce qui s'est passé en Libye? Les Chinois ont perdu des milliards de dollars quand les Européens ont fait sauter Kadhafi. Et donc aujourd'hui, la Chine aussi voudrait davantage s'affirmer parce que depuis 2013, la Chine s'est affirmée comme une puissance maritime. Vous savez, l'Amérique s'était présentée, définie comme puissance maritime. Depuis le XVIIIe siècle, la Chine vient de le faire en 2013. Parce que depuis Mao, la Chine s'est toujours vue comme une puissance continentale et tout ça là. Mais aujourd'hui, la Chine construit parce que la Chine voudrait surveiller, contrôler les acheminements de matières premières, du pétrole et tout. Et comme par magie, tout ça vient de l'Afrique. 25% de la consommation du pétrole chinois vient de l'Afrique et au-delà de 50% des matières premières stratégiques viennent de l'Afrique. C'est pour cela chaque puissance étrangère, puissance mondiale, veut avoir ces hommes là-bas. On ne sait même pas ce qu'ils font concrètement. Mais maintenant, je voudrais voir au-delà des thèses conflictuelles. Moi, je crois que l'Afrique, oui, l'Afrique, elle est diverse, mais il y a des pays qu'on peut qualifier de pivots, des États pivots, donc des États fédérateurs, des États centralisateurs. Si vous prenez la question ici au niveau de l'Afrique du milieu, comme je définis le Congo doit normalement être un État fédérateur. Et chaque État fédérateur au niveau africain doit prendre sa responsabilité. La responsabilité non seulement de se stabiliser, mais aussi de protéger ses voisins, de protéger tout son entourage qui est africain aujourd'hui. Si l'Afrique ne fait pas ça,
nous allons souffrir dans les années à venir. Alors, quelles sont les chances? Ma thèse étudie les possibilités qui nous est données par ces systèmes internationaux en changement ou en transformation, en grande transformation aujourd'hui, pour voir qu'est-ce que des États comme le Congo peuvent faire. Par exemple, je prends le cas du Congo. Si vous prenez l'opposition qui a émaillé entre les États-Unis et l'URSS en 1960, l'URSS n'était pas autant intéressée aujourd'hui comme l'était, comme l'est aujourd'hui la Chine, ou bien comme l'était en 1960 les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, vous avez un pays comme le Congo, lequel l'Amérique nous présente la Goa et les partenariats stratégiques et militaires. La Chine nous présente Idailou, donc ceinture et route. Vous savez vous rappeler que début 2021, le ministre chinois des Affaires étrangères était ici à Kinshasa pour nous faire adhérer à cette initiative-là, ce qui n'était pas le cas en 1960. Ce qui veut dire que les deux grandes puissances ont des intérêts prononcés dans notre pays. Et c'est à nous de comprendre cela. Mais en relation internationale, tout ce sont les rapports de force. Et tout c'est les jeux d'intérêt. Donc ils viennent ici pour les intérêts. Nous aussi, nous devons connaître en quoi nous sommes forts, en quoi nous sommes utiles, peut-être c'est le mot, et qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à cela. Donc, ici en Afrique centrale, il y a le Congo. Donc on peut dire que le Congo peut faire un choix de l'Amérique quand il s'agit de la sécurité, parce que la grande puissance, c'est pas militaire, et un choix pour la Chine quand il s'agit de l'argent. Donc c'est aux Congolais maintenant de savoir où sont leurs intérêts. C'est évidemment ce que moi j'appelle dans cette thèse le pragmatisme. Vous savez, c'est ça le côté pragmatique de la question. Il sera totalement inutile de se choisir un camp aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une guerre froide au sens de 1960, de 1970. Aujourd'hui, il y a de nouvelles variables. Par exemple, la donne du besoin excessif de matières premières. Et quand ces grandes puissances ont besoin de ces matières premières ici au Congo, ils vont les exploiter. Ces matières premières, leur exploitation va davantage faire chauffer la planète. Et ces mêmes grandes puissances auront besoin du Congo, de la forêt du Congo, pour refroidir l'atmosphère. Donc vous voyez qu'à tous les cas, du côté matières premières, ils ont besoin du Congo. Du côté refroidissement de la planète, ils ont besoin du Congo, peut-être un peu du Brésil. Donc le Congo doit se stabiliser. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la question qui s'est passée en 2018, la passation civilisée du pouvoir ici à Kinshasa. Les institutions sont stables aujourd'hui, tout le monde en parle, le caractère fragile, mais personne, ou peut-être peu, indique le caractère utile de ces institutions aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un moment où le Congo doit être utilement stratège, c'est-à-dire définir ses intérêts utilement. Qu'est-ce que nous faisons avec les États-Unis? Nous avons la question de l'Est aujourd'hui, la question de récupérer notre leadership régional, nous disputé par les Européens et tous les États régionaux qui nous ont endeuillés depuis la fin des années 90, et aussi être un pays prospère au cœur de l'Afrique. C'est pour ça que nous avons besoin non seulement des Américains comme gendarmes, parce que jusqu'aujourd'hui, il faut le dire, l'Amérique a quelques 800 milliards de dollars comme budget de défense, donc même la Chine n'a pas atteint les niveaux militaires américains, mais la Chine a assez de moyens, a besoin de faire envoyer à l'étranger ses entreprises pour que ces entreprises acquièrent de l'expérience. La Chine a autant besoin de venir en Afrique, de construire des routes, mais aussi de dormir même dans nos villages. Donc, ça dépend de nous, ça dépend de la qualité de nos institutions politiques, ça dépend de la qualité du leadership. Le leadership, ça veut dire des animateurs des institutions. Il y a déjà un président qui est pratiquement de bonne foi. Vous voyez le président Tshisekedi, il est toujours de bonne foi, il présente des initiatives. C'est sous lui que l'Amérique est venue avec un partenariat stratégique militaire. C'est sous lui que les Chinois sont venus avec l'adhésion de Idailou, dans la ceinture et route. Donc il faut que tout ceci soit pris dans le sens des institutions. Le gouvernement doit récupérer, le Parlement doit récupérer, et les affaires étrangères. C'est un département de collaboration. C'est vers la fin qu'on va donner comment il faut faire pour qu'on s'en sorte, parce que sans le ministère des Affaires étrangères très fort, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que la diplomatie doit être définie, c'est l'extérieur, quoi. Donc il faut rappeler ici que le Congo est au centre des enjeux géopolitiques mondiaux aujourd'hui. Dans le sens que le Congo détient 64% de réserve mondiale de cobalt. Or, sans le cobalt, il n'y aura pas une transition énergétique parce que les batteries,
pour les véhicules et d'autres utilisations, on a besoin du cobalt. En dehors du cobalt, on a des lithium, on vient de découvrir ça à Manono, une plus grande réserve. En dehors de ça, nous avons aussi les coltans, que les Rwandais de temps en temps pillent avec l'international occidental. Mais les drames dans ce qui se passe chez nous, ce n'est pas tirer les leçons de l'histoire. Voilà pourquoi je suis d'accord avec vous, il faut qu'on soit pragmatique. En tirant les leçons de l'histoire, d'abord, en 60, durant la guerre froide, le Congo a pris les camps de l'Amérique. C'était très clair. L'Amérique contre les camps soviétiques. Et après la guerre froide, le Congo a été payé en monnaie de singe. Parce qu'on n'avait pas défini clairement nos intérêts. Et ce que les gens oublient, durant la guerre froide, il y avait la guerre entre l'Occident et l'URSS sur le contrôle du cobalt. Ouais. Or, aujourd'hui, les mêmes problèmes se posent. Ça signifie que nous devons tirer les leçons de l'histoire, identifier nos intérêts et savoir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. Et là, ça demande normalement la qualité de l'élite. Voilà, quand vous parlez de leadership, il ne faut pas un leadership individuel. Le président seul ne fera rien. Donc, il faut parler en termes de leadership collectif. Ouais. Au niveau des médias, au niveau des universités, au niveau des églises, au niveau des hommes d'affaires, que ce leadership collectif, si ce leadership a un entendement global, ou bien il se partage la même vision du pays, là, on peut espérer que le Congo va jouer. Mais si on ne fait pas ça, ça sera un peu très difficile. Donc, revenons maintenant au niveau des affaires étrangères. Vous qui étudiez en Chine, vous avez l'expérience des Chinois. Comment ça se passe là-bas? Comment le ministère des Affaires étrangères travaille? Il y a aussi les Américains, ils ont leur manière de voir les choses. Mais que font les Congolais, notre ambassade? Il fait quoi là-bas? Oui, les affaires étrangères dans chaque pays, c'est un département stratégique. J'ai étudié à l'Université des Affaires étrangères de Chine avant d'aller à l'Université normale de Chine, là où je prépare ma thèse. Et dans cette Université des Affaires étrangères de Chine, en chinois c'est Waijiao Xueyuan. Donc je suis la deuxième promotion de Congolais à fréquenter cette université-là. Et c'est cette université, les gens peuvent vérifier à l'ambassade de Chine, qui forme les diplomates chinois. C'est-à-dire que vous avez 60% de diplomates chinois qui passent les tests. Je vous ai dit l'autre fois que la Chine a un système politique élitiste. Ça veut dire qu'on ne devient pas diplomate par hasard, ce n'est pas le copinage, ce n'est pas comme on faisait ici au temps de Mobutu, le bic jaune, et puis on recommande quelqu'un qui ne connaît ni les lieux, ni la langue, ni la culture d'un pays. On affecte des gens par rapport à ce qu'ils connaissent, par rapport à ce qu'ils sont compétents. Et c'est ça que les Chinois font et ce que même les Américains. Vous savez, aujourd'hui, la Chine est devenue le premier pays qui a un plus grand nombre de missions diplomatiques dans le monde. Ce n'est pas par hasard. Tout pays qui veut aller de l'avant prépare les affaires étrangères. Et pour le Congo, je crois que notre constitution actuelle a fait des affaires étrangères un département de collaboration avec le président de la République. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'actions que le ministre des Affaires étrangères peut faire pour faire rayonner les départements des Affaires étrangères. Donc aujourd'hui, il faut un nouveau concept parce que beaucoup de choses ont été mal organisées, il faut l'avouer. Nos ambassades, je ne cesserai de le dire, fonctionnent comme des communes un peu partout. Quand vous passez, j'ai visité beaucoup de pays en Asie notamment, nous avons 6 ambassades et ce sont chargés d'affaires la plupart du temps, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi on garde 36 missions diplomatiques en Afrique alors que nous n'échangeons pas économiquement. Nous n'échangeons pas économiquement avec les pays africains. Peut-être qu'il faut aller dans les centres d'accréditation multiples et délocaliser certaines ambassades vers des régions qui sont porteuses aujourd'hui comme l'Asie, ou peut-être innover dans le sens des bureaux économiques. Donc ici, chez nous, je crois que beaucoup de gens aussi ont été dans les calculs du genre... comme la Chine aujourd'hui est en opposition avec les États-Unis, bien comme le système change, peut-être qu'il faut déjà se mettre dans l'optique de la guerre froide et se choisir un camp. Non. Ici, déjà, dans notre pays, il y a des intérêts chinois ou américains d'hier qui sont passés dans les mains des Chinois. Donc, entre eux aussi, ils coopèrent. Je fais allusion ici à Tenke Fungurume. Vous savez que l'entreprise de Tenke Fungurume a été vendue par les Américains aux Chinois. Et même Ndoa, je crois que dans les lois là-bas, qui va commencer à produire, à ajouter une valeur ajoutée à nos cobalt aujourd'hui. C'est une entreprise de laquelle les Chinois ont acheté près de 40% aujourd'hui des actions. Donc il y a aussi, au-delà de la compétition,
Les Chinois et les Américains aussi coopèrent à certains égards. Et même entre eux au niveau international, chaque année, il y a au-delà de 500 millions de dollars d'échanges économiques entre les Chinois, sans compter les échanges multiples, divers et diversifiés, les programmes économiques, programmes universitaires et tout. Donc aujourd'hui, le professeur Bioya Persona me disait, l'URSS n'était jamais l'ennemi d'Isaïe. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas soit choisir la Chine et définir les États-Unis comme notre ennemi, ou choisir les États-Unis et définir la Chine comme notre ennemi. Ça sera notre échec. Deng Xiaoping disait, personnellement aussi, les grands dirigeants chinois, que pour un pays, c'est la stabilité qui compte. C'est pour ça qu'il avait inventé la formule restée mythique jusqu'à aujourd'hui, qu'un chat soit noir ou blanc, le plus important est qu'il tape des souris. Donc c'est ce qu'il nous faut, c'est ça le pragmatisme. Nous devons faire en sorte que les affaires étrangères, qui est un département qui nous met en relation avec l'extérieur, couplé avec la dynamique politique qui se stabilise aujourd'hui à l'interne, nous définir pour un nouvel objectif, un nouveau espoir pour le XXe siècle. Sinon, ça sera très dangereux parce que vous avez lu avec moi, je crois, les rapports de la CIA, Monde en 2040. Vous savez qu'à Kinshasa, par exemple, il y aura 26 millions d'habitants à Kinshasa. Le Congo sera au-delà de 200 millions d'habitants. Donc, si nous ne changeons pas la donne aujourd'hui, si nous ne prenons pas de décisions importantes aujourd'hui, notre pays sera... Ok, voyons un peu au niveau de l'Afrique. Chaque fois où on dit les autres s'affrontent, c'est comme si les Africains n'ont pas une vision de puissance. La volonté de puissance n'existe pas chez les Africains. Aujourd'hui, les Chinois viennent investir ici, mais les Africains ne pensent pas un jour à investir en Chine, à investir en Amérique. On s'étend toujours, on est là pour consommer. Est-ce qu'on ne peut pas penser l'avenir autrement? Comment acquérir quelques éléments de puissance pour que l'Afrique commence à peser comme un acteur géopolitique? Parce que maintenant, nous sommes, je dirais, un peu victimes. Oui, mais comment est-ce devenir acteur géopolitique sur le plan international? Quels sont les éléments de puissance que l'Afrique peut acquérir pour commencer à peser dans le monde du XXe siècle, qui est un monde multipolaire? L'Afrique a beaucoup changé depuis la fin de la guerre froide. Vous savez que sur le plan économique, beaucoup de gens ont théorisé pour dire que Africa is rising, donc l'Afrique est en train de monter économiquement, et tout va peser sur la qualité de l'élite. Je crois que c'est votre mot important, votre mot cher, la qualité des dirigeants africains. Hein? Comment les Africains prenez dans l'exemple de notre marché central ici. J'avais fait un article sur ça en 2019. 7 personnes sur 10 dans notre grand marché de Kinshasa, et c'est comme ça dans beaucoup de capitales africaines, achètent des choses en Asie. Pourquoi notre pays, Kinshasa, Congo ici, ne peut pas avoir des bureaux économiques dans certains pays d'Asie où nous n'avons pas d'ambassade? Et cette situation-là, c'est un peu partout dans beaucoup de pays d'Afrique, de l'Afrique noire ici. Des pays comme Thaïlande, des pays comme Singapour, des pays comme Indonésie. L'Indonésie en 2030 va dépasser économiquement l'Allemagne. Vous voyez? Et même le Nigeria, si le Nigeria continue, si on n'avait pas imposé au Nigeria Boko Haram, le Nigeria serait économiquement forte d'ici 2035 que l'Allemagne. Donc, beaucoup de gens, je crois que c'est ici de la colonisation de la traite négrière, nous sommes aliénés, mais c'est le moment de se réveiller. Le moment de se réveiller, prendre des décisions importantes et prendre le train quand il est encore possible. Parce que je sais que la compétition sino-américaine aujourd'hui va se transformer en rivalité. Hein? Si aujourd'hui des gens disent que, par exemple, les puissances nucléaires ne se battent pas, peut-être à un moment donné, quand la situation sera difficile, Graham Allison l'a dit dans Piège de Thucydide, si on n'utilise pas les 12 clés que lui donne à l'humanité, la situation pourrait être catastrophique. Et à ce moment-là, on aura perdu toute chance de se tenir debout. C'est ça la réalité africaine aujourd'hui. Ok, je pense que, avant de terminer notre discussion, je pense qu'il faudrait quand même qu'on fasse quand même des analyses sur le futur de l'Afrique. Parce que nous ne sommes pas condamnés à rester tels que nous sommes. Je pense qu'il y a beaucoup d'Africains, d'intellectuels africains tels que Edem Kodio, qui avaient pensé qu'il faudrait qu'il y ait des États clés dans chaque sous-région. Vous avez au nord de l'Afrique, vous avez le Maroc,
qui est un carrefour de civilisation occidentale, arabe et africaine, qui est sur le plan économique très poussé. Vous avez l'Égypte, qui est aussi mieux positionnée, qui a plus de 100 millions d'habitants. C'est une puissance, c'est la première armée africaine, qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi un pays industrialisé. Vous avez le Nigeria, qui a aussi une grande population, qui sur le plan industriel, il est beaucoup aussi avancé, en Afrique de l'Ouest, comme pilier. Vous avez le Congo, en Afrique centrale, là où il y a la concentration de toutes les matières du monde, ici. Et sur le plan géopolitique, il est très bien placé, mais le Congo est toujours attaqué. Voilà pourquoi il faut l'annexer l'Angola. Donc, en Afrique centrale, on préfère qu'il y ait un duel Congo-Angola pour qu'il y ait la stabilité. En Afrique du Sud, en Afrique australe, vous avez l'Afrique du Sud. En Afrique de l'Ouest, vous avez les Kenyans, qui est une puissance, il ne faut jamais l'oublier, qui a des relations avec la Chine, avec l'Amérique. Ouais. Vous avez aussi l'Éthiopie. Donc si on peut prendre cette pôle des États, l'Afrique peut construire une puissance économique, politique et militaire. Mais tant qu'on est dispersé, il n'y a pas d'avenir. Parce qu'il faut dire que l'Union africaine, ça a été un échec. On essaie un peu de réformer, mais les Occidentaux, les Européens en particulier, participent pour saboter. Donc il faut maintenant changer de méthode. On part par des états clés, comme je les ai cités là, pour qu'on puisse construire une puissance africaine capable d'émerger dans ce monde d'imitation qui est en train de connaître une transition vers un monde multipolaire. Donc nous sommes arrivés à notre fin de notre entretien, de notre discussion. Nous espérons que vous avez bien compris les enjeux. Au lieu de passer tout le temps dans des querelles personnelles à Kinshasa, je recommande à nos élites politiques, tout comme intellectuelles, de mettre l'essentiel à la place, l'accessoire. Ça signifie qu'un débat d'idées, un débat sur le futur, sur la position du Congo et une volonté de puissance. Si vous avez des élites qui ont la volonté de puissance, on peut espérer construire un Congo fort avec une Afrique forte. Une fois de plus, merci. Bonsoir, mesdames et messieurs.